Bienvenue dans le débat. Il est consacré au sommet de l'IA qui se tient cette semaine en Inde. Premier sommet organisé dans le sud global. Après Paris et Londres, c'est donc à New Delhi que les stars de la tech se retrouvent. 250 000 personnes, une quinzaine de chefs d'État, dont Emmanuel Macron qui co-préside ce sommet avec Narendra Modi, le Premier ministre indien. Une trentaine de patrons de l'intelligence artificielle sont présents. Sam Altman d'OpenAI, Sundar Pichai de Google, Dario Amodei d'Anthropic ou encore Arthur Mensch de Mistral AI. L'intelligence artificielle doit être démocratique et bénéficier au plus grand nombre. On lançait en tout cas les organisateurs en Inde. La souveraineté dans l'IA est l'un des grands thèmes, alors que la rivalité entre les États-Unis et la Chine domine bien sûr ce secteur. Alors on va revenir sur cette course à l'IA entre les États-Unis et la Chine. Finalement, la Chine est-elle en train de dépasser les États-Unis? Y a-t-il une troisième voie entre ces deux géants du secteur? Qui va gagner la course à l'IA? On en parle tout de suite avec mes invités. Guillaume Gralet est avec nous ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Journaliste, reporter high-tech au Point et puis chroniqueur à France 24. Auteur de Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, et c'est aux éditions Grasset. Ophélie Coelho est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'IRIS, également spécialiste de la géopolitique du numérique. Autrice de Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant, et c'est sorti aux éditions de l'Atelier. Bienvenue. Nous avons André Loskrug-Pietri avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes président de JEDI, le Joint European Disruptive Initiative. Bienvenue à vous. Et puis en face de vous, Bernard Benamou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, ancien diplomate, spécialiste d'ailleurs des questions de régulation de l'Internet. Vous avez participé à la rédaction de textes de régulation en France, en Europe et aux Nations Unies. Bienvenue à vous. Ce sommet de l'intelligence artificielle, donc à New Delhi, cette semaine, au premier plan, les Américains, bien sûr, qui disent d'ailleurs dominer le secteur. On va écouter le conseiller AI, le conseiller donc de l'intelligence artificielle à la Maison-Blanche, qui est à New Delhi en ce moment. On l'écoute. Les États-Unis sont de loin ceux qui investissent le plus en dollars. C'est facilement plus d'1 trillion de dollars entre cette année et l'année prochaine. Et cela continue de croître rapidement. Guillaume Gralet, ils sont arrivés en force, les Américains, à ce sommet indien. Est-ce qu'ils dominent en tout l'intelligence artificielle? On se souvient que Trump en a fait une de ses priorités. 500 milliards de dollars sur 4 ans avec ce grand projet d'infrastructure de Stargate. L'Amérique fixe-t-elle l'étalon or de l'innovation en IA? C'est ce que dit en tout cas un des protagonistes. J'ai envie de dire qu'ils ont une longueur d'avance, mais ils ont de plus en plus peur. J'ai eu la chance d'écouter David Sachs, qui est un autre conseiller en intelligence artificielle de la Maison-Blanche, qui a fait partie de la mafia PayPal, c'est-à-dire les créateurs de PayPal, dont certains sont devenus très connus, comme Elon Musk, ou encore Reid Hoffman, le créateur de LinkedIn. Ils sont d'ailleurs pas tous d'accord entre eux. Mais David Sachs, il avait, à San Francisco, en septembre, dit « On a encore 6 mois d'avance par rapport aux Chinois, mais ça peut se rapprocher très vite. » Et il voyait le monde de manière assez inquiétante d'ailleurs pour l'Europe, parce qu'il disait « Il y a la Chine, il y a nous, et le reste du monde doit s'aligner sur nos valeurs, sinon on n'y arrivera pas. » Et ils n'ont pas véritablement le choix en parlant de l'Europe. Donc il y a une volonté de domination. C'est véritablement une volonté de domination, et on voit à quel point les big tech américaines viennent au secours de Washington. En tout cas, Washington ne leur laisse pas vraiment le choix. On a véritablement ce bras de fer, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'Europe va se positionner dans cette bataille. Ophélie Coelho, volonté de domination et en même temps donc une crainte du rival chinois du côté américain. Alors oui, on peut dire quand même qu'il y a cette guerre technologique, certes. Après, chacun ont leur spécialité. On ne peut pas vraiment dire que les Chinois soient en avance sur beaucoup de choses. Ils ont leur spécificité, ils ont leur spécialité dans un certain nombre de domaines. La robotique, évidemment, toute la partie minerai sur lesquelles il y a une énorme dépendance, mais de toutes les industries d'ailleurs. Donc voilà, chacun a sa spécialité, mais malgré tout, les États-Unis restent leaders dans bien des domaines socles, en fait. Et c'est eux, du coup, qui tirent cette industrie de l'intelligence artificielle, duquel, en fait, chacun veut un petit peu sa part du gâteau. Comment on l'explique? C'est financier d'abord, à votre avis, André Loskrug-Pietri? C'est 500, combien a-t-il dit? 500 milliards de dollars sur 4 ans. Oui, je crois que le bon indicateur... C'est pas que de l'argent public d'ailleurs, il faut préciser, c'est beaucoup d'argent privé. C'est même essentiellement de l'argent privé. Mais c'est la force de frappe financière qui fait la différence. Si on voit l'intelligence artificielle comme une vraie infrastructure de puissance, on comprend la rivalité entre les grands blocs, puisque c'est en gros faire
rendre compréhensible un monde qui est de plus en plus digital, qui produit énormément de données, que ce soit nous à titre individuel, que ce soit les satellites, que ce soit les machines, les robots, etc. Et donc pour optimiser tout ça, effectivement aujourd'hui il y a une course à l'investissement, donc celle-là elle est largement gagnée par les États-Unis, par notamment les grands de la tech qui investissent des centaines de milliards dans notamment ce qu'on appelle les centres de calcul, les data centers. Il y a une chose quand même qu'on oublie et qui est aujourd'hui un vrai sujet d'inquiétude, le vrai sujet d'inquiétude des Américains, c'est qu'aujourd'hui le coût des modèles, le prix proposé par les modèles chinois est un quart, un cinquième. Et donc il y a un vrai risque que les Américains développent, on va dire, la partie d'excellence, mais que le gros du marché, celui notamment que le Sud global, on va en parler avec l'Inde, adopte, ça soit des modèles chinois. Et puis, oui, allez-y. La question d'ailleurs, c'est derrière ça, c'est vraiment l'énergie en fait Oui. là-dedans. Et On va y revenir. effectivement, là-dessus, c'est pas du tout les mêmes projets. Côté chinois, avec une grande avance sur un certain nombre de technologies éoliennes notamment, et côté américain, ça tourne encore beaucoup. On parie sur les hydrocarbures aux États-Unis, c'est ça. Voilà. On parie Donc, aussi. c'est pas la même chose. On parie aussi, Bernard Benamou, sur la dérégulation. Trump arrive avec ses 500 milliards, il veut tout déréguler. Ça fait partie de ce projet américain, une dérégulation au moins pendant 10 ans. Ça fait partie du boom, ça ? C'est clairement comme ça qu'eux souhaitent s'imposer. Ils savent que toutes les régulations européennes auraient plutôt comme conséquence de ralentir. Et ils trouvent cela tellement insupportable qu'ils l'ont inscrit dans leur stratégie nationale de sécurité. C'est-à-dire que l'obligation par le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères américain, de bloquer de toutes les manières possibles les régulations européennes, y compris même par des sanctions ad hominem, comme on l'a vu pour la Cour pénale internationale, en bloquant les services américains auprès de telle ou telle personne ou tel groupe ou administration, ce n'est plus de la science-fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport de force, certains parleraient quasiment de racket ou de chantage, est maintenant clairement sur la table, au point d'inquiéter les Européens. Entre Amérique et Europe. Au point d'inquiéter sur le mode, nous risquons d'être coupés un jour de certains services qu'on appelle le kill switch, le bouton d'extinction. Et cette crainte n'est plus de la science-fiction auprès des chancelleries occidentales. Parce qu'il y a donc une partie de bras de fer entre l'Amérique qui dérégule et l'Europe qui, au contraire, on va revenir sur ce modèle européen, régule. Mais est-ce que le fait de déréguler, Guillaume Gralet, ça booste encore un peu plus ce secteur américain de l'AI ? Est-ce que ça en fait partie ? On voit cette course à la puissance, mais j'ai envie de dire que les Américains ne font peut-être pas la bonne analyse parce que la concurrence, elle est venue, comme l'a dit André, de modèles moins chers, mais aussi de modèles open source, c'est-à-dire ouverts. Et on a vu ça notamment avec l'arrivée de DeepSeek. Le DeepSeek, donc c'est le chinois. Le chinois qui était moins cher, plus ouvert en termes de recherche, de publication. Et ça avait été un peu pronostiqué par Kai-Fu Lee, donc un grand penseur taïwanais dans un livre qu'on peut encore relire aujourd'hui. Il disait les Chinois vont surprendre les Américains avec des petits modèles open source. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Qwen, par exemple, Alibaba. Et taïwanais, mais très très pro Parti communiste chinois. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça a véritablement semé la zizanie chez les Américains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu venir, un petit peu comme les Américains n'avaient pas vu venir Spoutnik pendant la guerre froide, là ils n'ont pas vu venir les Chinois et c'est un véritable sujet d'inquiétude. Et on a vu que Sam Altman, qui est en Inde en ce moment, s'en est inquiété auprès de la Maison Blanche. Donc il y aurait, on l'appelait ça l'effet Spoutnik, il y aurait un modèle chinois moins cher, plus petit, plus frugal, alors que l'américain au contraire est très énergivore. En tout cas, c'est un petit peu le message qu'il donne, entre le solaire, l'éolien, etc. Bon, après, il faut toujours modérer cela parce qu'on a deux visions qui sont quand même d'impérialisme technologique, qui essayent du coup, qui construisent leur propre récit, mais d'une manière ou d'une autre, ils veulent la même chose, c'est s'étendre et imposer une domination, une dépendance, en fait, via la dépendance technologique. Et donc, voilà, il n'y a aucune technologie qui sera propre au final, faut pas se leurrer, et clairement, mais elle sera énergivore de toute façon. Elle sera de toute façon énergivore. Voilà. Il y a peut-être un sujet quand même, Guillaume parlait des modèles open source, là il faut faire très attention parce que de ne pas se faire piéger dans le marketing. Aujourd'hui, il faut expliquer ce que c'est. Voilà, open source, c'est véritablement des modèles où en gros on a la liberté d'accès au code source et on a aussi la liberté d'accès à la deuxième chose qui est en fait la pondération, c'est-à-dire la manière dont finalement les résultats sont donnés. Et en fait on se rend compte que tous les modèles chinois aujourd'hui ne sont pas open source, ils sont ce qu'on appelle open weight, donc ils sont techniquement ouverts, mais on n'a pas la possibilité de vraiment rentrer dans la boîte noire. Accessoirement, notre champion national, qui au début avait commencé, Mistral, qui avait commencé en open source, est aujourd'hui de plus en plus fermé, il faut le reconnaître. Donc en fait... Et alors pourquoi en fait ? Quelle est la différence dans ces deux stratégies ? Aujourd'hui, les investissements sont tellement massifs
que rendre quelque chose totalement gratuit et totalement accessible, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de business model. Donc en fait, il y a une espèce de contradiction entre les investissements qu'il faut faire et la soi-disant générosité avec laquelle on l'offre au monde. Sur le modèle chinois, il y a eu également énormément d'entraînement. Le fameux modèle DeepSeek, qui a été cité par Ophélie et par Guillaume, a été en fait aussi massivement entraîné sur des données qu'avait déjà pré-entraîné OpenAI. Mais c'est vrai. Donc ils ont utilisé. Mais c'est vrai qu'ils sont réussis à 2 ordres de grandeur, donc divisé par 100 la consommation énergétique de l'inférence, qui est quand même une partie de l'intelligence artificielle. Donc ils ont réussi un saut quantique qui aurait dû être le saut européen, puisque c'est nos valeurs à nous d'être efficaces et sobres. Je crains que nous n'ayons été, par rapport à OpenSeek, un petit peu... DeepSeek. DeepSeek, un petit peu dans l'admiration du modèle de communication chinois. Je m'explique. Il a été dit qu'ils étaient à même de faire ce modèle pour 6 millions de dollars, ce qui est totalement faux. Quand on regarde le simple matériel qui a été utilisé, donc les dizaines de milliers de puces qui ont été mises en batterie pour le permettre par le Parti communiste chinois, par le gouvernement, pour que ce modèle existe, ça représente à soi seul déjà des milliards de dollars. Donc, je pense que sur le Donc, ce n'est pas si peu cher, non, mais c'est tout de même moins cher. C'est une très belle opération de communication. Je crains que la réalité ne soit pas aussi évidente. Je pense que les Chinois, comme les Américains, subventionnent très massivement, de manière directe et indirecte, leur industrie. Et effectivement, tous ces grands acteurs que Guillaume connaît fort bien, ont été massivement subventionnés pour développer leurs activités. Et Bernard a raison, puisqu'il y a eu une communication quasiment instantanée sur les 5 continents du globe, à peu près au même moment, en janvier 2025, quand DeepSeek est sorti. Donc ça semblait quand même une opération extrêmement bien coordonnée. À l'époque, on se souvient que les Américains s'y attendaient absolument pas, tout de même. On va écouter Xi Jinping, puisqu'on parle d'impérialisme, qui en a fait sa priorité de l'intelligence artificielle lors des vœux du Nouvel An. Et c'est dans le 15e plan quinquennal chinois, justement, qui est adopté en mars, qu'il en fait l'une de ses priorités. On l'écoute, le président chinois. Nous avons cherché à dynamiser un développement de haute qualité pour l'innovation. Nous avons profondément intégré la science et la technologie aux industries, générant un flot continu de nouvelles avancées. De nombreux grands modèles d'intelligence artificielle rivalisent désormais au plus haut niveau. Et des percées ont été réalisées dans la recherche et le développement de nos propres puces électroniques. Tout cela a fait de la Chine l'une des économies dont les capacités d'innovation progressent le plus rapidement. Guillaume Gralet, intéressant qu'il parle des puces, parce qu'il y a effectivement l'Amérique, les États-Unis qui ont créé un embargo sur les puces américaines. Oui, la Chine. pression notamment sur Nvidia de ne pas donner les puces toute dernière génération aux Chinois. Mais et ça date même de Joe Biden d'ailleurs. C'est pas seulement Donald Trump qui en fait ont parié sur le fait que si la Chine était privée de ses puces américaines, à ce moment-là, ça allait retarder leur programme. Oui, et puis est-ce que c'est le cas? Revenons, non, pas véritablement. Revenons sur un autre épisode de cette guerre entre la Chine et les États-Unis. C'est l'épisode de Huawei. Vous savez, la pression qu'a mis Washington sur ses alliés européens, entre autres, d'enlever Huawei, donc qui était un acteur chinois qui impressionnait les États-Unis sur l'avance qu'elle avait pris dans la 5G notamment. Eh bien, là, on parle de téléphonie. Là, on parle de téléphonie, mais ça n'a pas empêché Huawei, qui a été interdit de marché européen, d'une grande partie du marché européen, de continuer à se développer en Afrique, mais surtout de travailler sur ces fameuses puces qui sont très importantes. On va le voir à l'avenir. Donc, pour l'instant, les États-Unis n'ont pas réussi à étouffer la Chine, mais effectivement, il y a cette guerre de discours que vous décrivez très bien, qui va être intéressante à suivre. Et puis peut-être on dira un tout petit mot sur l'Afrique qui développe encore autre chose. Mais sur justement les puces, est-ce qu'il y a un problème, il y a un retard véritable du côté chinois ou pas? C'est ainsi que les États-Unis le présentent en tout cas. Contrairement à ce que disaient pendant des années des spécialistes du sujet qui disaient que la Chine n'arriverait jamais à faire ses propres puces. Voilà, on voit de plus en plus des puces avancées côté chinois et donc il n'y a pas de, je veux dire aujourd'hui le scénario donc de ces rattrapage. Fameuses puces dernière génération, ils y sont déjà aussi. Non, les pas Chinois. encore, pas encore. Mais ça va venir. Je pense que ça va venir. Enfin, en tout cas, rien ne nous permet de dire que ça n'arrivera pas.
en fait. Je pense qu'on a eu une forme de, peut-être un peu de naïveté ou d'orgueil, clairement d'une certaine manière, vis-à-vis de la Chine là-dessus. Donc ce n'est pas la bonne arme pour les États-Unis à utiliser contre les Chinois. C'est surtout que, c'est ce que j'allais répondre, du coup, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est à force de mettre des embargos, on le voit dans l'histoire, hein, c'est pas récent, ces embargos des États-Unis et des alliés européens là-dessus contre la Chine ou contre la Russie, etc. En fait, ça encourage au contraire la Chine ou la Russie à devenir indépendants. C'est ce qui a finalement, c'est pour cela que la Chine s'est orientée vers une indépendance à la fois sur son réseau Internet, disons, national, et aussi vers des technologies chinoises et son marché intérieur. Voilà, avec ce qu'on appelle une double circulation, c'est-à-dire le marché intérieur, mais également en fait une expansion vers l'extérieur, à la fois des capitaux, de ces investissements, mais aussi de ces technologies. Bernard Benamou. Oui, alors il y a un point important dans l'équation de cet écosystème des puces, c'est effectivement Taïwan avec TSMC, donc le fabricant qui fait effectivement fabriquer, y compris Nvidia, y compris l'essentiel des fabricants. Leader mondial. Qui est leader mondial. Et donc la question est que les Chinois voudront plus rapidement, du fait de leur avantage, de l'avantage que ça représenterait, mettre la main sur Taïwan, et quelle serait la réponse américaine? Là, on est dans de grandes incertitudes. Mais là où effectivement il y a un doute, c'était sur la stratégie d'étouffement, ce que citait tout à l'heure Guillaume. Veulent-ils étouffer ou simplement ralentir? Parce que on sait très bien ce qui a été dit d'ailleurs par le patron d'ASML, la seule société européenne majeure dans ces domaines, donc qui produit les systèmes de gravure, qui disait si on les étouffe, ils finiront par avoir des systèmes plus innovants que nous. Il vaut mieux les ralentir que de risquer. Mais alors comment on les ralentit? Et justement, c'est-à-dire le but, c'est de ne pas leur donner le tout dernier cri en matière de technologie, faire en sorte qu'ils aient des difficultés d'accès à certaines autres technologies, parce que là, nous ne parlons que du hardware, donc des puces, mais il y a beaucoup d'autres technologies sur lesquelles ils peuvent être ralentis, et donc penser effectivement que c'est binaire, c'est-à-dire on coupe tout ou on autorise tout, n'est pas exactement ce qui risque de se produire. Et il ne faut pas oublier qu'on pense toujours qu'avec ASML, on a ce levier fabuleux. Il ne faut pas oublier qu'ASML, 70% de son chiffre d'affaires vient d'Asie. C'est-à-dire que si on lui coupe l'Asie, on tue la société. Absolument. Donc en fait, on n'a pas du tout le même rapport de force que si les Chinois, par exemple, nous coupaient les matériaux critiques. Je voudrais quand même Donc ça, ils ne le font pas, les Chinois, d'ailleurs. Ah ben, ils sont en train lentement... ils sont en train de le faire. Donc ils utilisent cela comme un levier. Complètement. C'est-à-dire que dans l'année 2025, il y a eu... Là, on parle de terres rares, de tous ces matériaux critiques. Voilà, ils sont essentiels. En gros, c'est des métaux qui permettent d'optimiser la performance des aimants, de la conductivité, de la supraconductivité, qui sont essentiels justement, puisque le vrai problème, on parlait de l'énergie dans les semi-conducteurs, c'est la dissipation de chaleur. Donc plus vos matériaux vont être performants, moins on aura cette dissipation. Je souhaiterais quand même signaler, on n'en parle finalement pas assez. En Europe, on a toujours dit oui, on n'y arrivera jamais à faire quelque chose comme TSMC, donc on ne s'est pas concentré sur les puces les plus avancées. Les Japonais, en 2023, donc il y a 4 ans ou 3 ans, ont compris la dépendance qu'ils ont par rapport à TSMC, qu'on a aux États-Unis, en Europe, dans le monde entier, et se sont dit, on a besoin de créer en 4 ans, en 2027, qui est un peu considéré comme l'année un petit peu charnière pour le risque maximum sur Taïwan, et ils sont, c'est ce qu'on appelle le projet Rapidus, et ils sont en bonne voie pour avoir des puces qu'on appelle à 2 nanomètres, c'est-à-dire les plus petites, qui sont équivalentes à ce que se fait TSMC aujourd'hui. La question que moi je me pose, c'est pourquoi n'avons-nous pas ce genre de projet qui, accessoirement, aujourd'hui coûte 6 milliards d'euros. C'est un 7e de ce que l'Europe a mis depuis 5 ans dans les semi-conducteurs, où on a un peu de peine à voir les résultats. Et pourquoi? C'est lié aux divisions de l'Europe C'est que l'Europe, c'est très très bien saupoudré. Elle veut faire plaisir à tous les pays. Elle s'apprête à investir dans 12 IA Factory qui font plaisir à tout le monde. Donc vous avez beaucoup de mal à trouver des opposants, parce qu'en fait, quand l'argent est saupoudré, c'est comme dans France 2030, ça fait plaisir à des milliers de programmes. Sauf qu'il n'y a pas ce côté stratégique qu'on voit chez les Chinois et qu'on voit également chez certains Américains, c'est-à-dire de concentrer les efforts sur quelques grands paris calculés. Mais ça veut dire que ce sont les erreurs que commettent les différents pays à ne pas être suffisamment ensemble avec une vraie ligne politique, ou c'est la Commission qui ne définit pas suffisamment bien? Il y a évidemment plusieurs causes. L'une des premières causes, c'est que le terme même de politique industrielle au niveau européen a été dévalorisé, voire dénigré, sur le mode c'est au marché libre et non faussé de s'exprimer. Ce n'est pas aux États d'avoir une stratégie industrielle, de politique industrielle. Or, quand on regarde les grands pays, tout à l'heure il était question du Japon, on pourrait citer la Corée, qui elle aussi est un miracle de politique industrielle en tant que telle. Tous les pays comme la Chine, les États-Unis investissent massivement dans leur secteur. Les Européens
ont toujours refusé, jusqu'à une période très récente, l'endettement européen. Et effectivement, les eurobonds dont on reparle aujourd'hui... Maintenant, ça change. Ils Absolument. commencent, même Mais si les Allemands sont toujours réticents. Pour avoir pratiqué, mes amis et interlocuteurs diplomates allemands, les Allemands, quand on leur parlait d'endettement européen, ils disaient non, c'est même pas la peine de rêver. Aujourd'hui, c'est une nécessité que rappelle le rapport Draghi, l'excellent rapport Draghi, sur un endettement européen. Lui propose 800 milliards par an, c'est-à-dire 5% de la richesse européenne sur une dizaine d'années, pour investir sur les technologies Donc ça veut dire on met les forces européennes ensemble. Hein. On n'a pas une stratégie nationale française dans l'IA, une stratégie néerlandaise. Pour ces niveaux d'investissement, il ne peut pas s'agir d'autre chose qu'un effort multilatéral, pas forcément des 27, mais au moins des grandes puissances économiques du continent. Et là-dessus, nous pourrions le faire. Ça a été dit, ce n'est pas de l'ordre de la science-fiction, c'est de l'ordre de la réalité industrielle, si on s'en donne les moyens et si on change un petit peu le logiciel de la concurrence européenne, qui était d'éviter des monopoles européens parce que ça risquait d'augmenter les prix. Aujourd'hui, la question, c'est il faut faire face aux géants chinois et américains. Il faut donc avoir des grands groupes aujourd'hui en Europe, encourager la constitution de grands groupes européens, ce qui n'a pas été fait pendant des années en Europe. Alors je pense que c'est pas particulièrement je pense que c'est pas du tout la solution à avoir. En fait, peu à peu, au fur et à mesure, et puis surtout là maintenant avec Trump et la pression des États-Unis, je me dis que si on met pas en place une politique industrielle, c'est probablement que ça arrange pas mal de monde. Déjà, il faut quand même voir les investissements dans l'IA. Si les pays européens, en quelque sorte les entreprises ou les grandes multinationales européennes veulent leur part du gâteau de ces grands investissements, eh bien, ils vont jouer le jeu des big tech américaines. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Les sites d'implantation de centres de données en Europe, on les accueille à bras ouverts en prenant l'argument de la souveraineté numérique, alors qu'en fait, ça entérine nos dépendances. Et effectivement, on ventile un certain nombre de projets et d'investissements, alors même qu'on sait très bien, je veux dire, ils ne sont pas complètement... Voilà, ceux qui nous dirigent et ceux qui dirigent l'Europe savent très bien que sans politique industrielle cohérente, on n'aura rien derrière. Voilà. Politique industrielle européenne, alors. Européenne, par contre, clairement. Et alors, par contre, pour le modèle, je reviens juste sur cette question de la fameuse big tech européenne. Bon, déjà... Même pour ceux qui croient dans ce modèle-là, c'est pas mon cas, mais même pour ceux qui croient dans ce modèle-là, c'est trop tard. Les hautes capitalisations et les investissements sont fléchés quasi automatiquement vers les plus hautes capitalisations, vers la big tech. Oui, mais je sais, mais on n'a pas du tout la même vision là-dessus. On n'a pas du tout la même vision là-dessus. C'est beaucoup trop tard. Et puis je ne pense pas que créer un géant technologique qui soit une créature du marché soit une réponse aux problématiques du numérique qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire en quelque sorte des multinationales qui ont trop de pouvoir politique, qui finalement créent de la valeur sur des sociétés et finalement aussi font du mal à la société en termes d'information, en termes de politique, en termes d'éducation, etc. Donc il faut arrêter avec ce modèle-là. Donc le too big, enfin le very big... Oui, il faut arrêter. Faut arrêter. Il faut décentraliser et sans partir décentraliser, mais sur des structures effectivement qui sont rentables, néanmoins, mais décentraliser en Europe et avoir une vision continentale. Nous souffrons de n'avoir pas eu et de n'avoir pas de société qui puisse faire pièce aux géants américains et maintenant aux géants chinois. On pourrait effectivement imaginer développer un écosystème un peu comme les Allemands, le Mittelstand, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire. En France, on développe aussi un écosystème. On le développe, mais il ne passe pas l'échelle. Donc l'idée, c'est que considérer que des big tech européennes, c'est-à-dire des Google ou des OpenAI européens, ne seraient pas positifs, je dirais qu'elles auront au moins un but très positif, c'est de moins dépendre des Américains et de moins dépendre de la volonté politique, parce qu'aujourd'hui, via ces technologies, c'est aussi un message politique que l'on envoie. Et il ne faut pas penser que ces technologies sont neutres. Aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, on le voit même avec les chatbots, c'est-à-dire avec les systèmes d'IA, qui passent des messages politiques et qui sont effroyablement efficaces pour faire changer l'opinion politique. Les populations. Donc aujourd'hui, considérer que des acteurs européens qui répondraient aux droits européens, qui y seraient contraints, ne seraient pas plus favorables aux populations européennes que de dépendre uniquement des acteurs géants qui ont, et pour les Chinois et pour les Américains, un agenda politique qu'ils ne cachent même plus. Trump ne se cache même pas. Il veut favoriser les mouvements populistes partout en Europe. C'est évident. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à réconcilier lui et Bernard, mais il y a quand même un point sur la souveraineté. La souveraineté, c'est surtout d'avoir le choix. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Absolument. Il fallait quand même voir le patron de Nvidia, à la fois à l'Élysée et à 10 Downing Street, il y a 6 mois, dire le cœur sur la main que c'était le grand défenseur de la souveraineté européenne. Et le pire, c'est que
l'essentiel de la salle, le gober. Donc là, je pense qu'il y a un sujet de technicité, de compréhension et aussi d'honnêteté de dire qu'aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants. Il y a quand même deux choses que je souhaiterais dire. Dépendants des États-Unis? Mais En complètement. particulier. C'est-à-dire, on est aujourd'hui... Pas de la Chine. Et sur le cloud, Plus, on est... plus. Aussi de la Chine. Pas Alors, les mêmes dépendances. C'est pas, on est terriblement dépendant sur les matériaux, on est terriblement dépendant des semi-conducteurs. Je pense que le Japon montre qu'il y a une possibilité de s'extraire, c'est pas encore gagné. À condition Voilà. donc de financer, de mettre beaucoup Bien sûr. d'innovation. Alors comme non, toujours fait les justement, deux Japonais. choses. C'est pour ça que j'insistais sur les 6 milliards. C'est à la fois beaucoup d'argent, mais c'est que 15% du Chips Act européen. Attention, la politique industrielle en 2026, ce n'est pas la politique de De Gaulle. Je sais bien qu'il y a ce rêve de... ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. On a déjà énormément d'argent. Nous n'avons dépensé que 50% de l'énorme emprunt européen de mai 2020 que nous avions levé pour le Covid. Les Allemands n'ont dépensé que la moitié de leur plan d'armement. Donc on ne sait pas exécuter sur notre... On sait faire des grands discours, mais on ne sait pas exécuter. Et la deuxième chose, et l'exemple de la Corée est un bon exemple, c'est pas Bercy ou la Commission européenne qui doit devenir les grands architectes. Il faut surtout pas laisser, il faut laisser à la puissance politique le soin de donner la direction, Donc, mais faut que ça se fasse surtout ne côté pas des laisser États. à des technocrates et à l'administration publique le soin des choix techniques. C'est la catastrophe assurée. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment sur beaucoup de sujets. Donc il faut le marché, mais encadré par la puissance politique. Aujourd'hui, on a le marché, mais on est complètement dépendant de géants qui ne sont pas soumis. Donc il y a beaucoup à de nos- travail à faire, Guillaume Gralet. Si l'Europe Bien peut sûr. rêver Bien d'une sûr. indépendance. Non, mais il y a quand même quelques Dans les petites, je sais que quelques petites bonnes nouvelles. Alors, elles sont encore trop petites, mais on peut regarder tout un écosystème autour des robots humanoïdes se développer autour de Munich, par exemple. Alors, on n'a pas, et j'ai envie de dire heureusement, le cynisme chinois lorsqu'il décide d'avoir plus d'une centaine de sociétés de robotique humanoïde, et puis en disant, on va les laisser se battre entre elles. Si vous allez en Chine, aujourd'hui, vous voyez des centres d'entraînement dans des robots de vallée qui font un petit peu froid dans le dos. Et certaines entreprises comme Fourier Electronics, c'est un clin d'œil d'ailleurs à l'excellence scientifique française, même si on aimerait que ça soit créé ici, qui sont absolument géniales. On laisse une centaine d'entreprises humanoïdes se développer pour finalement, comme ce qui a été fait dans le véhicule électrique, on va en voir émerger que 3 ou 4, mais c'est effectivement extrêmement cynique. Pour rêver, effectivement, c'est peut-être faire confiance. Alors moi, il y a quand même deux leviers qu'on oublie peut-être un petit peu trop souvent. Les commandes publiques, il nous reste peut-être plus que ça. On fait aucune préférence quasiment à nos... Alors, c'est l'idée d'une préférence européenne. de nos acteurs. Et puis, effectivement, l'investissement, vous avez raison. Peut-être, si on peut ajouter le rêve et la vision, il se passe quand même quelque chose. Alors, c'est tout petit, mais quand même, il faut y aller aux conférences Indaba qui se déroulent chaque année dans une capitale africaine différente. Vous voyez des chercheurs de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Rwanda qui se réunissent et, à travers une recherche ouverte, vont essayer de résoudre des problèmes très concrets. Je sais que c'est tout petit, mais ça n'arrête pas de grossir. Ils étaient 300 il y a 3 ans, ils étaient 1500 l'année dernière, ils seront plus de 2000 l'année prochaine. Et c'est assez rafraîchissant. Ça montre qu'il y a aussi d'autres voies à suivre. Un mot encore sur les États-Unis. On va revenir sur la souveraineté en Inde et puis France. Aux États-Unis, Ophélie Coelho, on voit tout de même qu'ils sont tous, ces milliardaires de l'AI, derrière Donald Trump, derrière cette idée de dérégulation. Et il y a Andropic, tout de même, Dario Amodei, qui manifestement, lui, soutient les démocrates. Il est différent des autres, mais jusqu'où, je ne sais pas. Il refuse, par exemple, que Andropic soit utilisé de manière pour, par exemple, de la reconnaissance faciale. Il refuse qu'il soit utilisé par ICE, par exemple, par la police de l'immigration. Est-ce que vous avez l'impression que ça se fissure un peu du côté de l'administration, de toutes ces techs, en fait, qu'elles ne vont pas forcément toutes dans le même sens, dans le sens de Trump? De toute façon, ils sont quand même pas tous homogènes politiquement. Voilà, il y a quand même des entreprises. On avait l'impression que là, ils étaient tous derrière. Oui, Trump, bien sûr. En fait, après son élection, ils se sont tous mis derrière parce que il fallait de toute façon profiter aussi il faut se rapprocher du pouvoir, en fait. Donc Google, Microsoft, qui n'étaient pas forcément derrière Trump, qui étaient plutôt du côté des démocrates au départ. Bien sûr, au départ, se sont rangés du coup du côté de Trump parce que ils ont préféré effectivement courber le dos pour des raisons purement économiques.
continuer à remporter les marchés publics et puis avoir tout simplement le soutien de leur État d'origine pour leur expansion internationale, tout simplement. Et qu'ensuite, il y a un acteur comme Anthropic qui veuille effectivement se démarquer. Je pense c'est que Claude, pour parler de son voilà, chatbot. Le chatbot Claude. c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, reste que si ça devient une multinationale avec beaucoup de pouvoir, ça ne réglera pas le problème qu'on voit aujourd'hui, qui est que quand on a de grandes sociétés comme ça dans le numérique qui rendent dépendants des sociétés derrière, donc ce n'est pas le cas d'Anthropic encore, ça leur donne trop de pouvoir sur les États, sur les sociétés, sur nos vies. De manière générale. Mais ça, c'est pas nouveau, parce que les ça, c'est pas GAFAM, nouveau, ça fait un mais il moment faudra pas qu'elles ont- l'oublier quand on n'aura plus Trump, en espérant qu'on n'ait pas pire après. Voilà, il faudra pas oublier que le problème, c'est la dépendance, c'est la concentration des dépendances technologiques. Un mot aussi, peut-être pour vous, Bernard Benamou, mais aussi je voudrais faire réagir, parce qu'il y a cette opposition, donc tout d'un coup, on voit une personne Anthropic, donc ne pas être totalement dans la ligne. Et puis, il y a l'opposition du peuple américain, de la population. Il y avait un article très intéressant dans le Financial Times aujourd'hui qui dit que dans le Missouri, qui est tout de même un État républicain, vous avez une partie de la population qui parle du manque d'eau, du manque d'électricité, il parle même de dignité humaine. Il s'oppose justement à cette multiplicité de call centers, de tous ces centres qui sont en train d'être construits. Et eux-mêmes ont voté pour Trump. Donc là aussi, est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, Bernard Benamou, eh bien, la population va commencer aussi à regarder qu'il y ait un risque politique. Le côté énergivore, la Absolument. construction de tous ces call centers partout. Absolument. Ces data centers sont effectivement Data center, pardon. je vous en prie. Extraordinairement énergivores. Et effectivement, on les mesure aujourd'hui en gigawattheure, là où auparavant, on les mesurait en fonction du nombre de puces et de leur capacité de calcul. Donc on voit bien quelque chose a changé. Mais il est vrai que le fait de les développer sans que ce soit soutenable sur le long terme, parce qu'on sait très bien que cette courbe de progression énergétique, tous les experts énergéticiens, ce que je ne suis pas, mais tous les experts s'accordent à dire que ce n'est pas soutenable. Il est évident qu'il devra y avoir une remise en question, donc une inflexion de la courbe, et donc si effectivement le gouvernement américain ne change pas d'attitude, je dirais effectivement il y a un risque de retour de bâton, pour ne pas dire de backlash, par rapport effectivement à ces stratégies qui ne profitent qu'à certains. Je rappellerai une phrase d'une universitaire brillante qui s'appelle Kate Crawford, qui disait l'IA, c'est la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que c'est tellement le rôle politique de l'IA est grand, en reprenant la phrase de Clausewitz, la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. Et donc, par définition, aujourd'hui, tous les États, la Chine en tête, les États-Unis évidemment en tête aussi, sont conscients que c'est un double jeu industriel et politique qui se joue. Ceux qui n'en sont pas encore suffisamment conscients, c'est nous les Européens. Et c'est sur ces centers data, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, mais c'est vrai que la personnalité, et puis c'est bien de mettre en avant, vous avez raison Stéphanie, de mettre en avant les personnes un peu discordantes. Dario Amodei, qui eux votent Trump aussi, mais le modèle n'est pas soutenable. Oui, avec sa sœur Daniela, vous savez, il était dans l'équipe safety, c'est-à-dire il devait prévenir des risques de sécurité chez OpenAI, et ils étaient considérés par Sam Altman, pour une personne qui les connaît bien, comme des emmerdeurs. Donc quand ils sont partis, Sam Altman a dit bon débarras. Et c'est des personnalités très intéressantes. Dario Au sein de l'écosystème, là. Oui. D'abord, c'est un physicien, et comme tous les physiciens, j'ai remarqué, c'est des personnes très intéressantes. Il réfléchit. À un moment, je me suis demandé s'il jouait pas un peu double jeu, genre un peu pompier pyromane, parce que par exemple, vous parlez de qui? De Anthropic. Amodei. Dario Amodei, par l'intermédiaire d'une personnalité très intéressante, Amanda Haskell, ils ont décidé de créer une constitution pour l'intelligence artificielle en disant on met au point, d'ailleurs ils l'ont encore sorti hier soir, un nouveau modèle de Claude Sonnet, des modèles très performants, c'est vrai, même pour le code informatique. Absolument. Donc il faut qu'on dote d'une constitution. Donc je me suis demandé s'il était vraiment sincère, mais pour l'avoir rencontré lui aussi il y a quelques semaines, c'est pour ça que j'ai décidé de lui consacrer tout un chapitre à lui et à sa sœur dans le livre Pionnier. C'est quelqu'un qui pense différemment, qui est extrêmement courageux, et il mérite effectivement qu'on l'encourage. Donc il y a tout de même des voix un petit peu différentes. Alors ils pensent différemment, mais moi je ne peux pas m'empêcher de voir que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, leur responsable sécurité, safety est parti. Ils viennent de faire une méga levée de fonds, je crois qu'ils ont levé 30 milliards de dollars. Et donc la puissance de l'argent fait que la tentation est grande. Et Guillaume citait Claude. Aujourd'hui, Claude, c'est véritablement l'outil qui permet d'accélérer de manière exponentielle l'automatisation d'énormément de tâches. Donc on sent quand même
j'appellerais pas ça pompier pyromane, c'est véritablement, il est en train de mettre là peut-être une des dernières pièces dans la machine d'une intelligence artificielle qui devient auto-générée. En Inde, pour revenir au sommet et parler de souveraineté, Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui un centre franco-indien de l'IA en santé. On va écouter le chef de l'État français. Vous voyez bien que cette course est déjà insoutenable en elle-même. Ces géants du cloud qui achètent, construisent et installent d'immenses centres de données partout dans le monde, la plupart n'ont pas accès à l'énergie, même aux États-Unis. Et aucun n'utilise d'énergie propre. Ce n'est pas soutenable, même à moyen terme. Je crois vraiment que notre approche commune entre l'Inde et la France a beaucoup plus de sens. Mais il faut vraiment combler cet écart de la même manière. L'alliance et le partenariat entre nos deux pays sont essentiels. Nous croyons vraiment, à la fois en France et en Inde, à une intelligence artificielle au service de notre humanité. Cela signifie que nous sommes prêts à mettre en place des régulations. Ophélie Kohler, est-ce qu'il y a effectivement une troisième voie, à la fois donc moins énergivore pour l'IA et en plus éthique? C'est ça en fait les deux choses. C'est Ou est-ce qu'on est dans le rêve? Non, quand on entend ça, c'est vraiment assez perturbant. Il y a un double discours terrible en fait. D'un côté, on va entendre ce genre de discours qui, du coup, promeut plutôt une autre voie, effectivement plus éthique, plus sobre, etc. Et de l'autre côté, on continue à accepter, et c'est le projet Choose France, voilà, pour le sommet de l'IA l'année dernière, on accepte, on ouvre la porte à l'implantation de méga centres de données sur nos territoires qui vont, du coup, qui sont vraiment développés pour ça, qui vont entériner effectivement nos dépendances à des acteurs qui, par ailleurs, eux, fonctionnent aussi sur des énergies très carbonées. Donc, en fait, c'est un faux discours. Il n'y a pas de technologie européenne privilégiée dans ces nouveaux centres de données et dans les alliances par ailleurs avec l'Inde. Ce qui va se passer, ça ne va pas être des technologies indiennes européennes. L'Inde est souvent considérée, et malheureusement historiquement c'est le cas, comme le back-office des acteurs du numérique. C'est-à-dire ce sont alors, au départ des sous-traitants non qualifiés et de plus en plus des sous-traitants qualifiés qui font de la technologie, certes, mais qui restent en fait des sous-traitants, des big tech américaines, chinoises, etc. Donc en fait, finalement, il n'y a pas de troisième voie. Ce sont des comptoirs techniques d'empire privé, voilà. Ce sont des comptoirs, ce sont des périphéries technologiques. Vous êtes d'accord, Bernard Panemou, parce que la France et l'Inde vont annoncer vendredi avec l'UNESCO justement une sorte de charte qui va être signée sur cette troisième voie qu'ils vont justement avec des modèles d'IA plus petits. Qu'il faille une troisième voie est une chose évidente. Que la voie chinoise, autoritaire, de contrôle des populations, soit intolérable pour nous, c'est évident. Que la voie américaine, orientée politiquement, polarisée politiquement, soit tout aussi peu désirable pour nous, c'est aussi évident. Le problème de la France et de l'Europe, c'est, comme le disait un certain général de Gaulle, se mettre en accord avec ses arrière-pensées. C'est-à-dire faire en sorte que notre vision de la souveraineté se traduise. Tout à l'heure, il était question de l'achat prioritaire, le European Buy Act, des produits européens, que les administrations utilisent des solutions européenne sur les données sensibles, en particulier la santé, qui jusqu'à la date où nous parlons est toujours hébergée chez Microsoft Azure, les données de sécurité, toujours hébergées par la DGSI, par Palantir, ce qui est une anomalie absolue. Donc je crois on peut en sortir, qui vient d'être renouvelé. Absolument, ce qui est une anomalie. Moi, je m'en étais inquiété. On en sortir, mais... Voilà, mais on le devrait, ça a été annoncé à plusieurs reprises, les parlementaires s'en sont offusqués, et le ministère de l'Intérieur a continué à 3 reprises maintenant à renouveler ce contrat. Donc il est évident que je crois qu'il nous faut nous mettre en ordre de marche et être cohérents dans notre action, ce qui malheureusement jusqu'à présent n'a pas été le cas. Est-ce que l'Europe pourrait trouver justement sa place dans la compétition, dans cette troisième voie, André Le Scruc-Pietri? Prenons le cas de Mistral, par exemple, puisque tout le monde connaît cette pépite française. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres Mistral, puisque voilà, plus gros? Est-ce qu'il pourrait... On voit aujourd'hui que sur les financements, il y a quand même beaucoup de Néerlandais, donc du financement des Pays-Bas, un peu d'Américains. Enfin, disons que il est assez indépendant, Mistral. Alors Mistral, le dernier tour de financement avant qu'ASML, le Néerlandais dont vous parlez, mette pas mal d'argent dessus il y a 6 mois. Le dernier tour de financement était à 80% américain.
Américains. Ah, donc mais ça, c'est le dernier tour. Ça ne veut pas dire que ce soit 80%. Oui, puisque les fondateurs ont encore, je crois, un gros quart ou un tiers de la société. Donc, mais est-ce que ce n'est pas un exemple à suivre, Mistral ? Absolument. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Je parlais au début de cette émission qu'en fait, il faut vraiment voir l'IA comme une infrastructure de puissance. Donc, il y a le sujet infrastructure, il y a l'aspect puissance. On parlait de gigawatts tout à l'heure. 1 gigawatt, c'est à peu près ce que consomme 1 million de personnes. Donc, quand vous avez des datas, comme aujourd'hui, le projet aux États-Unis, c'est de construire entre 8 et 10 gigawatts. Donc, on est en train de parler d'infrastructures absolument gigantesques. D'où l'inquiétude des gens du Missouri, parce que ces data centers consomment de l'eau, consomment de l'énergie et créent quasiment aucun emploi. Ça n'est pas soutenable. Voilà. Donc ça, c'est pas soutenable. Mais ce qui est également une opportunité, parce qu'aujourd'hui, la consommation énergétique à l'intelligence produite, elle est aujourd'hui très faible. Elle est 1 millionième, 1 milliardième moins efficace que votre cerveau. Donc, il y a la première chose qu'on devrait faire en Europe, c'est déjà de se concentrer, c'est quoi les nouvelles architectures qui vont permettre d'être beaucoup plus efficaces en termes d'utilisation de la donnée, moins de données, on n'a pas besoin de milliards de données pour reconnaître. Donc plus frugal, on reste dans le... Mais ça, c'est pas un sujet de décroissance, c'est un sujet de recherche. Ça, c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, vous parliez de Mistral, on a... Aujourd'hui, le vrai sujet en Europe n'est à nouveau pas une question d'argent, c'est que nous avons des marchés fragmentés. Vous avez le président de la République qui, à juste titre, soutient Mistral, le chancelier Merz qui soutient une société allemande. Alors avant, c'était Aleph Alpha, maintenant c'est Black Forest Labs. Vous avez les Polonais qui ont une superbe société qui vient de lever également beaucoup d'argent, qui s'appelle Eleven Labs. En fait, chacun joue son champion. Mais cette concurrence entre ces groupes n'est pas fructueuse. Alors on perd tous dans ces cas-là. Ce que disait Guillaume, c'est qu'il faut effectivement, il faut un marché continental qui permet qu'en fait le risque qui est le même partout soit également continental à la hausse, c'est-à-dire le gain potentiel, tandis qu'aujourd'hui Mistral n'a pas d'autre choix que de devenir grand sur des marchés continentaux comme les États-Unis ou peut-être aussi comme l'Inde, d'où sa présence là-bas. Il faut absolument créer ce marché unique européen qui est une illusion dans lequel nos hommes politiques... Marché des capitaux unique également. Marché des capitaux, mais surtout marché unique. Il y a 27 agences de réglementation de la santé, il y a 27 agences de réglementation de la cyber. Alors ça, c'est une question de pouvoir. Mais le vrai homme politique qui aura du pouvoir, il dira, et je sais, je ne vais pas me faire des amis aujourd'hui, il dira, il n'y a plus d'ANSSI en France, il n'y a plus de BSI en Allemagne, il n'y a qu'une agence cyber. C'est pas un saut fédéral pour les populations, mais c'est un saut fédéral sur la technologie. On n'a peut-être pas besoin de le faire à 27, faisons-le déjà à 3-4 pays, on aura déjà bien avancé. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup André Pietri d'avoir été avec nous. On n'a plus le temps. Bernard Benamou, merci. Ophélie Coelho, Guillaume Gralet, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur YouTube et sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.